Les deux interventions vont porter sur le projet Mapus qui a démarré maintenant un petit peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, et qui consiste à constituer une base de données urbaine au service de la planification et du projet territorial. Nous avons réalisé une enquête en 2014 auprès des 52 agences d'urbanisme du territoire national. Cette enquête avait donc deux objectifs. D'une part, témoigner un peu des modalités et des niveaux de prise en compte et d'intégration des problématiques énergie et climat dans les exercices d'urbanisme. Et puis ensuite, faire exprimer un certain nombre d'attentes, de besoins, identifier un peu les marges de progrès qu'on pouvait imaginer chez ces praticiens, en termes d'approche méthodo, d'outils, de données, d'indicateurs, de partenariats. Le paramètre central, c'est l'accessibilité, plus le confort, plus en termes d'environnement local, moins les coûts, et que ce terme est à peu près constant. Donc, comment ça se regarde dans la géographie de la région Île-de-France? On a donc l'ACD qui était porté beaucoup au niveau du bâtiment. Il y avait un enjeu fort de l'amener aussi dans le secteur des transports. Ça, on a commencé, on a avancé en passant par de l'analyse, de l'inventaire de cycle de vie des matériaux de construction dans les premières années. Tandis que là, depuis un an, on est vraiment passé à de l'analyse de cycle de vie sur des systèmes ou sous-systèmes de transport. Alors, en particulier, notre cas d'école, si j'ose dire, c'est une ligne de bus à haut niveau de service qui va être inaugurée bientôt. Service Carré-Bus qui va être mis en service, et donc on l'a évalué par éco-conseil, par analyse de cycle de vie. La plateforme est utilisée vraiment pour deux choses. Elle est utilisée pour explorer les dynamiques du modèle, donc il y a déjà des méthodes de l'état de l'art pour explorer les dynamiques des modèles, et déléguer la partie coûteuse en temps de calcul sur des environnements de calcul distribués. Quand on veut bénéficier du fait de faire du calcul distribué, il va falloir rendre son modèle portable, donc pouvoir délocaliser l'exécution de son modèle sur différentes autres machines. Pour ça, on a des manières de faire. Donc il y a en général une petite étape de packaging du modèle. Donc ça, c'est une opération technique, mais qui est tout à fait abordable. Quand on a fait ça, on donne le modèle au logiciel OpenWall, on décrit son plan d'expérience, et après tout le reste, on dit tu vas t'adresser à tel environnement de calcul, OpenWall distribue automatiquement les plans d'expérience. Tester localement que l'expérimentation se passe bien, qu'on a bien paramétré ce qu'on voulait, etc. Et une fois que ça c'est prêt, délocaliser sur des environnements massifs, c'est extrêmement simple, il n'y a plus aucune opération à faire. Une fois qu'on garantit que si ça marche sur votre machine, ça marchera partout. Donc ça marchera sur des environnements de grille, des clusters, Donc le fond de notre travail sur la simulation est dans une logique d'anticipation, anticiper des comportements dans l'habitat, dans cette logique de comprendre et d'intervenir dans le cadre de l'efficacité énergétique. La difficulté quand on fait une simulation multi-agence dans laquelle on essaie de regrouper des expertises issues de différents domaines va se situer essentiellement au niveau du milieu sur le schéma, donc le modélisateur, qui va devoir allier les différentes expertises au sein d'une plateforme de simulation qui a été conçue par des informaticiens. Donc quand on a conçu notre plateforme, on s'est intéressé au rôle du modélisateur dans cette plateforme et on a essayé de proposer une approche multiniveau pour combiner les expertises et essayer de tester des hypothèses interdisciplinaires entre ces différents domaines d'expertise. Conserver des outils logistiques historiques qui sont déjà présents dans la ville, en cherchant à en positionner d'autres,
Et on prend des risques, et pour prendre ces risques-là, on a besoin de données un peu précises concernant les demandes de transport liées à différents types de flux, messagerie, tout ce qui est bien l'équipement de la personne, bien l'équipement de la maison, agroalimentaire, etc., qui irrigue la ville ensuite. Et pour cela, on utilise de façon assez précise les données issues du modèle Fructure et de toutes les données issues du programme Marchandises en ville dont a parlé Jean-Louis. On travaille suivant les modèles existants, que ce soit des modèles de l'INSEE, que ce soit des modèles je dirais qu'on adapte à notre situation, pour produire un fil de l'eau, ce qu'on appelle le scénario fil de l'eau 2025 par exemple. Ensuite, on cherche à mesurer les effets sur ces différents éléments, mouvement de marchandises, type de véhicule, évolution des trafics, émissions de polluants, au fil de l'eau. Ça nous donne une base de référence. Un modèle dans le laboratoire virtuel dans lequel on essayait de prendre en compte la constitution d'un PLU et les influences que ça avait en termes d'occupation des sols, des agents, etc. Donc c'est cette partie-là qu'on a publiée. D'un côté, les systèmes multi-agents, de l'autre côté, il y a eu les travaux au PLU, mais on a aussi collaboré avec l'institutionnel, l'APA, le local, etc. Maintenant, il s'agit vraiment d'avoir un nouveau MACU, notre nouveau modèle, mais hybride et paramétré sur données réelles. Il y a une autre échelle, une échelle plutôt méso, je dirais. On va s'intégrer en fait au cadre normatif à l'échelle du territoire de projet et construire une matrice spatialisée qui va nous permettre de superposer l'ensemble des normes, identifier les usages qui sont exclusifs. On pourra faire donc que de l'urbanisation évidemment, que de l'espace naturel très préservé, uniquement de l'agriculture et tous les usages qui restent du coup potentiellement multiples. Voilà, tous les territoires où restent des usages potentiellement multiples. Quels travaux sociologiques vous avez pris comme base pour modéliser les comportements? Margaret Thatcher a été assez loin dans l'explication du comportement des agents, ce dont parlait les Corses tout à l'heure. Les agences au sens sociologique, ce sont des communautés d'intérêt. Donc elle distingue différentes formes d'agences, entre les agences primaires, secondaires, instituts ou autres, et elle explique pourquoi et comment ces gens, par regroupement d'intérêts communs, ont envie d'aller quelque part. Donc pourquoi les traders ont envie d'aller quelque part, pourquoi machin. Carl Weick, lui, a réfléchi aux aspects organisationnels également, et il explique en particulier qu'on doit avoir, alors c'est pas le seul à le dire, mais de la variété requise dans des équipes, donc un contrôleur en opérateur, alors lui il parle plutôt d'équipes pluridisciplinaires. L'approche sur les personnages virtuels, donc qui vont être autonomes pour pouvoir s'adapter et proposer une grande liberté d'action. On va avoir des comportements individuels et on va avoir une émergence des comportements collectifs à partir de ces comportements individuels. On veut qu'ils soient écologiquement valides, c'est-à-dire qu'ils soient représentatifs des comportements observés sur le terrain et pas juste des personnages qui vont faire la procédure prescrite, mais qui vont aussi avoir des comportements erronés et des erreurs. Pour anticiper le changement sur un territoire, il faut en avoir une vision globale, systémique, transversale. Et c'est dans cet esprit-là que l'on a fait ce projet, ce modèle, qui comporte 3 modules, dont un module qui est le premier à être lancé dans ce modèle d'ensemble, qui est un modèle systémique, qui est censé représenter le fonctionnement d'un territoire urbain, en l'occurrence la région urbaine de Nice, à l'horizon 2050.
c'est vraiment de transmettre la connaissance et d'aider à la réflexion, à la décision. On couple ce modèle systémique à deux autres modèles, donc un système à base de connaissances qui va permettre de simuler un raisonnement à partir des informations issues du modèle systémique et de proposer des mesures de gestion, d'adaptation du territoire. Et puis pour avoir une vision aussi spatialisée, on propose de répercuter les éléments sortant du modèle systémique sur des maquettes, dans un générateur de maquettes virtuelles du territoire, donc des maquettes en 3D qui permettent de montrer à différents pas de temps quelle pourrait être l'occupation du territoire. Ça va être aussi l'enjeu, je pense, du travail qu'on va avoir à faire ensemble. On parlait peut-être d'ateliers participatifs avec des bailleurs, des promoteurs, des aménageurs, des urbanistes, des entrepreneurs, des gens de la filière, qui pourront aussi aider, pour rebondir un peu sur les questions qui ont été posées avant, pourront aider à peut-être mieux définir ou apporter des compléments au cahier des charges ou aux réflexions que vous avez déjà, aux choses que vous avez déjà en tête. L'idée, c'est de partir d'un triplé. Donc, on part dans le passé, donc on met la population de façon au hasard, elles sont éparpillées. On laisse tourner le modèle et on remonte les années et on dit qu'il faut faire plusieurs, c'est un travail de fourmi, plusieurs itérations. Et celle qui se rapproche plus qu'à ce qu'on observe, on dit que voilà, c'est les paramètres apparemment qui... Là, ce que je vous présente, en fait, c'est ce cas d'application sur Oléron, qui est en cours de production, et notamment on travaille là-dessus avec la CDC, avec la communauté de communes d'Oléron, tout un groupe de chercheurs, et qui va aboutir, on espère, d'ici décembre, et peut-être qu'il va donner des petits, donc peut-être être des idées. C'était justement de montrer que la simulation informatique et les SHS ont beaucoup de choses à faire ensemble. Et dans cette table ronde, ce que j'aimerais qu'on fasse apparaître, c'est justement tout l'intérêt d'utiliser des sciences humaines et sociales dans des simulations dont l'objet direct peut être du domaine des sciences humaines et sociales, mais également dans des simulations qui peuvent avoir comme objet d'autres choses que les sciences humaines et sociales, mais où celles-ci jouent un rôle important pour apporter un éclairage comportemental complémentaire ou pour apporter un certain nombre d'informations métiers sans lesquelles ces simulations qui peuvent porter sur d'autres domaines ne seraient pas pertinentes. Concrètement, je sais qu'il y a eu un atelier, je crois, sur simulation et transport et simulation et mobilité. L'ADEME a accompagné ces questions dans le cadre du Prédit notamment. On a été fortement partie prenante du programme de recherche. Et on a vu qu'on a pu faire appel à différentes approches de modélisation dynamique, de dynamique des systèmes multi-agents, où on allait sur le mixage de différentes méthodes et de différents modèles. Alors aujourd'hui, on a des enjeux qui sont majeurs avec la transition énergétique et on a des sujets qui nous semblent prioritaires et que l'on souhaiterait voir se développer et que l'on souhaite accompagner dans les années à venir. Et la RFF a également besoin de connaître les flux sur un mode de transport qui est celui de la route, par avion également. Et donc a besoin de faire cette simulation pour que les économistes de la RFF ensuite puissent adapter l'offre au mieux. Et donc jusqu'à présent c'était assez compliqué de faire ça, puisque donc il faut faire des enquêtes pour connaître qui transite par le train, qui transite par l'avion, qui transite par la route. Et aujourd'hui, on a des données à travers, par exemple, les opérateurs mobiles. Donc, en l'occurrence, là, c'était Bouygues Télécom, qui a tout un tas de données. Ces données-là, si on est capable de les exploiter par des techniques d'analyse de données et ensuite de simuler les choses sur la base de ces données, on est capable de retrouver les flux
assez précisément les flux réels, de s'approcher de la réalité, donc des flux de voyageurs sur les différents modes de transport. Quand même, le constat qu'on peut faire, c'est que les outils de simulation ne sont pas énormément utilisés. Alors probablement parce que on les connaît mal, mes collègues gestionnaires les connaissent mal. Il y avait aujourd'hui deux très beaux exemples, hein, notamment sur la simulation de crise, qui sont évidemment des domaines très intéressants où on retrouve les questions de comportement. Or, c'est vrai que quand on dit, on voit bien que quand on dit que tel créneau de départ en vacances va être saturé, on provoque effectivement en contre-coup des comportements qui viennent infirmer cette prévision. Donc il y a quand même une complication non négligeable pour prévoir les comportements. Mais dans le pôle systématique, on travaille sur des sujets qui sont la confiance numérique et la sécurité. On a vu tout à l'heure, c'est un atelier sur la gestion de crise, l'étude des comportements, j'ai vu un certain nombre de choses pour analyser les situations de violence dans les métros. Demande évidemment d'avoir un bon modèle de modélisation, une bonne analyse des données, mais surtout d'avoir des gens qui puissent réagir et regarder ce qui a été simulé pour dire c'est assez proche de la réalité, c'est pas proche de la réalité, parce que finalement l'objectif de ces simulations-là, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est aussi de regarder, d'analyser en temps réel ce qui se passe et de pouvoir remonter des alertes ou des informations de comportement. Alors, on est sur le même sujet que dans les transports et la mobilité. Vous avez peut-être entendu récemment que PSA a fait circuler une voiture de Paris à Bordeaux, donc 580 km en totale autonomie. Et évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut que la voiture sache réagir au comportement des autres véhicules.